Bienvenue dans notre débat du jour. La France a soif ce soir de carburant et redoute plus que jamais la pénurie. Les opposants à la loi El Khomri sont désormais en grève dans les 8 raffineries que compte le pays. Et la CGT, à la pointe du mouvement, a prévenu aujourd'hui. Elle ira jusqu'au bout, jusqu'à ce que le gouvernement cède et retire le texte contesté. Alors plusieurs questions sont dorénavant posées. Jusqu'où ira ce bras de fer engagé entre la centrale de Montreuil et l'exécutif? La CGT a-t-elle seulement les moyens de paralyser le pays en le conduisant peut-être vers la grève générale? Et puis, quels sont aussi les enjeux qui poussent aujourd'hui le syndicat à se durcir? On va tenter de répondre à ces questions ce soir avec nos invités honneur aux dames. Stéphanie Matteoudi, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes directrice d'études à l'Institut supérieur du travail, enseignante, chercheur en droit social. Donc, à vos côtés, Eddy Fougier, bonsoir. Merci d'être là vous aussi. Vous êtes politologue, chercheur associé à l'IRUS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. En face de vous, Fabrice Angéi, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va vous donner la parole très vite, puisque vous êtes le premier concerné. Vous êtes membre du bureau confédéral de la CGT, en charge de la question de la réforme du Code du travail. Et puis, à vos côtés, Olivier Pastré, bonsoir. Économiste, professeur à Paris 8, membre du Cercle des économistes. On les a vus, ces images. On risque de les voir encore quelques jours tournés en boucle à la télévision. La situation, elle a de quoi commencer à inquiéter ceux qui ne l'étaient pas encore. La CGT, à la tête du mouvement, annonce que les 8 raffineries du pays sont ce soir en grève. Un terminal pétrolier, je ne sais pas si on va voir la carte, voilà, on voit cette carte de France. Un terminal pétrolier, celui du Havre, vient de rejoindre le mouvement. Il représente 40% des importations de pétrole de l'Hexagone. Le ministre des Transports, Alain Vidalies, estimait ce matin, on risque d'avoir d'autres estimations peut-être demain matin, que 20% des stations environ étaient en grande difficulté sur les 12 000 que compte le pays. Fabrice Angéi, jusqu'où la CGT est-elle prête à aller? La CGT, elle demande le retrait du projet de loi. Donc nous, c'est très clair. Nous, la mobilisation des salariés, puisque la CGT n'appuie pas sur un bouton, c'est bien les salariés qui se mobilisent, qui sont en grève contre ce projet de loi, qui est nocif. Donc nous demandons le retrait de ce projet de loi. Et jusqu'où la CGT est prête à aller? On a entendu le secrétaire général s'exprimer ce matin. Oui, mais la CGT, elle est prête à continuer à élargir le mouvement, à sensibiliser les salariés, à mobiliser les salariés pour que ce projet soit retiré. Donc, coûte que coûte, quitte même à poursuivre le blocage et à impacter, comme le disent certains, l'économie du pays. Qui impacte l'économie? Qui bloque? Je pense que le gouvernement retire ce projet de loi. Nous avons fait dès le 9 mars, des propositions d'un code du travail du 21e siècle, avec des propositions progressistes et qui sont bonnes aussi pour le pays et pour l'emploi. Donc que le président, le Premier ministre, qui sont dans une compétition, une concurrence électorale pour la ligne de départ de 2017, retire ce projet de loi. Et nous sommes prêts à discuter sur un projet de toute autre nature qui lui répond à la marche du progrès social. Olivier Pastré, je vous vois sourciller. Oui, parce que je ne suis pas complètement sûr que la CGT, pour qui j'ai beaucoup de respect par ailleurs, représente vraiment les salariés en France. Par contre... Premier syndicat. Pardon? Oui, mais attendez, j'ai posé une question. J'ai prévenu que je n'avais pas de réponse. Et beaucoup de salariés qui l'assument. Oui, mais dans certains secteurs qui, accessoirement, c'est ça qui me choque dans les mouvements actuels, parce qu'il y a celui-là, mais il va y en avoir d'autres, qui impactent la vie des Français. Quand vous ne pouvez plus vous servir de votre voiture, vous ne pouvez plus prendre les transports en commun, vous ne pouvez plus prendre, par exemple, des avions, ça vous complique légèrement la vie. Voilà. Moi, ce qui me choque... En même temps, on n'a pas fait la révolution avec des fleurs. Oui, mais attendez, est-ce qu'il y a une question de révolution? Il y a un texte de loi... Pour se faire entendre, c'est bien connu. Un texte de loi qui a été très largement amendé en faisant des concessions au MEDEF, là je vais dans votre sens, en faisant des concessions aux syndicats qui représentent les salariés. Ce texte, franchement, c'est pas celui que j'aurais écrit, mais il a le mérite d'exister. Il a été débattu au Parlement. Il va continuer à être débattu. Il va être encore modifié. Voilà. C'est aussi bien de faire des réformes. Je veux dire, si on ne fait pas de réformes, la France n'en sortira pas. Voilà. Pardonnez-moi, mais Eddy Fougier, sur la question du débat du texte à l'Assemblée, ça se contredit, ça. Le 49.3, il a été sorti, et c'est ça aussi aujourd'hui qui pose problème.
Oui, je dirais, il y a beaucoup de choses qui posent problème par rapport à, je dirais, l'acceptation politique de ce texte. C'est-à-dire, sur la forme, c'est principalement le timing aussi. Mm. C'est-à-dire une année préélectorale, puisqu'on est quasiment en année préélectorale, c'est assez étrange de mettre en place une réforme très importante qui n'avait pas été nécessairement dite à l'avance. Donc c'est ça qui est assez étonnant, indépendamment de l'opinion qu'on puisse avoir de la réforme. C'est-à-dire qu'une réforme d'envergure comme ça se met en place quelques semaines après une élection présidentielle où l'engagement est assez clair. Donc là, c'est assez étonnant ce qui a été fait. Et après, la procédure, effectivement, du 49.3, c'est un peu la conséquence de tout ça. C'est-à-dire un projet de réforme très important qui arrive une année avant une élection majeure. Très impopulaire et donc qui passe en force. Parce qu'il y a aussi une opposition importante à gauche. On a vu avec effectivement cette motion de censure qui a 2 députés près à manquer être votée. Donc il y a des enjeux aussi importants au sein de la majorité. De là à dire que le 49.3 c'est un déni de démocratie, c'est peut-être un peu rapide. C'est discutable, effectivement. Mais on peut rajouter à ce que vous dites, avec lequel je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'en termes de timing, c'est cataclysmique, et en termes de communication et de pédagogie, c'est cataclysmique. Je veux dire, c'est vrai que de ce point de vue-là, le gouvernement... Stéphanie Mattéodi, sur la forme, justement, je crois que vous partagez ce sentiment. Effectivement, la véritable question finalement de ce soir, c'est que veut-on faire du dialogue social et que veut-on faire de la démocratie sociale ? Il y a plusieurs forces qui s'expriment aujourd'hui. On a d'abord commencé par une pétition, gentiment. On a ensuite continué avec différentes manifestations, différentes journées de solidarité et de manifestation, 9 au total, 2 à venir. Et puis comme le mouvement s'étiole un peu et que finalement pour certaines organisations syndicales, là, le retrait n'est pas fait, et pour d'autres qui continuent à travailler finalement en off, on en entend moins parler, mais les autres organisations syndicales travaillent avec le gouvernement à faire en sorte que ce projet de loi sortent avec de la protection restant aux salariés et effectivement essayer de trouver un compromis suite aux réformes sociales, suite à ce qu'on peut voir et aux exigences européennes. Donc il y a eu des manifestations et aujourd'hui le mouvement dans certaines organisations syndicales qui veulent le retrait se durcit. On se sert des fédérations qui sont extrêmement dures, qui ont l'habitude de ces conflits durs. Je veux parler de la chimie et de l'agroalimentaire, qui sont les 2 grosses fédérations de la CGT. Et on durcit clairement le mouvement jusqu'à obtenir le retrait du texte. Alors, l'obtiendra-t-on comme ça ? Quelque part, ce serait un petit peu dommage, parce que ce n'est pas forcément le meilleur exercice de démocratie sociale que l'on voit. En tout cas, vous, Fabrice Angéi, vous y croyez, vous, ce soir ? Oui, mais je ne partage pas du tout ce qui vient d'être dit. J'ai expliqué pourquoi. La mobilisation qui s'étiole. On ne peut pas parler de mobilisation qui s'étiole lorsque le nombre de manifestants du 17 et 19 mai sont en progression. Lorsque le nombre d'arrêts de travail est en progression aussi. Lorsqu'on parlait des organisations syndicales, lorsque des syndicats d'organisations syndicales qui ont accepté la réforme sont dans la rue avec l'intersyndicale qui la conteste. C'est vrai qu'il vous est reproché... Lorsqu'une syndicale conteste sur le fond l'inversion de la hiérarchie des normes. Voilà. C'est vrai qu'il vous est reproché ce soir de durcir le mouvement parce que vous peignez les précédentes semaines à rassembler, à donner du souffle à la contestation. Je pense qu'on a là une contestation qui est majoritaire dans l'opinion, qui est majoritaire auprès des salariés, et une réforme qui n'avait pas de majorité parlementaire. Donc, la légitimité, elle est du côté des organisations qui aujourd'hui contestent et font d'autres propositions. Et la CGT n'est pas seule, comme la CGT n'est pas seule dans les arrêts de travail. Eddy Fougier, vous êtes d'accord avec ça, la contestation Les Français sont d'accord toujours avec cela ? Il y a quelques sondages qui sont tombés il y a eu la pétition, effectivement, qui a rassemblé plus d'1 million de personnes. L'eau a coulé sous les ponts depuis. Il y a les sondages fréquents sur cette loi. Alors, est-ce qu'ils l'ont lu ? Est-ce qu'ils l'ont bien assimilé ? Ça, c'est autre chose. Et puis, il y a les manifestations. Je ne suis pas certain que les blocages des raffineries, ça fasse 70% dans les sondages non plus. Donc c'est assez compliqué. Mais je dirais au-delà, il y a pas mal de risques de nature politique parce que chacun joue gros. Alors, pour la CGT... Elle a raison, la CGT, aujourd'hui, durcir le mouvement. Je ne suis pas nécessairement très compétent sur la CGT, mais on imagine bien que du côté de Manuel Valls ou du côté de François Hollande, il joue très gros. C'est-à-dire que Manuel Valls, si le texte ne passe pas, s'il est retiré, comme le dit monsieur, Manuel Valls, il joue sa peau. Il est obligé de démissionner. Et François Hollande, si le texte ne passe pas, après la déchéance de la nationalité qu'il a été obligé d'arrêter,
le projet de révision constitutionnelle, il est mort pour la présidentielle. Donc il joue très très gros. Et c'est peut-être aussi pour cette raison qu'il y a cette détermination affichée et réitérée d'ailleurs ce matin en force par le chef de l'État et le Premier ministre. Il y a les ministres qui embrayent évidemment derrière. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ces réactions? Répond qui veut. La CGT, elle joue son audience syndicale. On a entendu parler à son congrès il y a un mois, le 22 avril, il y a tout juste un mois, que la CFDT, potentiellement, allait passer première organisation syndicale de France. Donc, elle a tout à gagner. C'est les propos du secrétaire général, mais bon. Elle a quand même... C'est l'enjeu. On est d'accord avec ça. C'est l'enjeu. Cette première place, c'est quand même un enjeu. Et de rassurer auprès des adhérents et de rassurer en interne comme en externe la puissance encore d'une organisation, première organisation syndicale de France, historique, ça date de 1895, qui a l'habitude, qui sait œuvrer au dialogue social, y compris au dialogue social en entreprise, et y compris dans les manifestations et dans les appels à la grève. Ça, clairement, elle sait faire, mais elle doit rassurer des dysfonctionnements internes qu'il y a pu y avoir et rassurer un petit peu ses troupes. Donc, pour toujours rester la première organisation syndicale en termes d'audience syndicale, parce que dans certains bastions, dans certaines entreprises, le nombre d'audiences syndicales a baissé quand même un petit peu. C'est vrai que Fabrice Angéli, vous ne pouvez pas le nier. Ce serait un sacré coup pour la CGT si elle parvenait demain à faire plier le gouvernement. Ce n'est pas encore gagné, mais ce serait un sacré coup. Oui, mais ce n'est pas l'objectif, encore une fois, de la mobilisation et de l'implication et l'impulsion de la CGT, c'est de gagner le retrait de cette réforme. On n'est pas, nous, sur des considérations politiciennes, électoralistes, et n'y compris de rassurer nos troupes. Entre guillemets, si on peut appeler nos troupes, on est bien sur un mouvement social, sur la contestation d'un projet. Du reste, les salariés que j'ai croisés en venant sont là-dessus, en partant du siège. Et aujourd'hui, effectivement, ce qui remonte du terrain, c'est de plus en plus de salariés qui nous rejoignent, qui adhèrent, et des résultats électoraux en forte hausse. Et donc, rendez-vous en 2017 pour juger quelle organisation sera la première. Olivier Pastré, vous y croyez, vous, à cette action désintéressée, comme semble dire aujourd'hui votre voisin, au nom des salariés uniquement? Non, mais attendez, on croit rêver. À mes yeux, il y a trois sujets. Il y a un sujet qui est créer des emplois et faire en sorte que ceux qui sont chômeurs deviennent salariés. C'est pas la réforme en cours. Attendez, la loi, cette loi, encore une fois, je suis prêt à être critique vis-à-vis de cette loi, elle présente des avancées dans ce domaine-là. C'est notoirement connu, nié par personne, sauf des gens de mauvaise foi, dans ce domaine-là, un marché du travail qui est très rigide, et ceci participe à l'explication du fort chômage. Il y a ce sujet-là. Bon, il y a une loi en face qui est encore une fois critiquable, mais qui est perfectible. Et je signale qu'on est en démocratie, donc le Parlement va être encore mobilisé là-dessus. Et puis deuxièmement, il y a un deuxième aspect qui est la vie quotidienne des Français. Si on reprend encore une fois, métro, boulot, dodo, ça devient très 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 compliqué. Et là, ça me choque. Troisième sujet, le rôle des syndicats en France. Il faut quand même dire la réalité. Le taux de syndicalisation en France est infinitésimal par rapport à tous les autres pays développés. On est à 8% et en gros à 5% dans le privé. C'est pas une structuration. Moi, attendez. Moi, je suis pour le renforcement du poids des syndicats en France. Donc là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté. Simplement, aujourd'hui, on a des syndicats qui représentent peu de choses et qui sont totalement professionnalisés et politisés. C'est l'élection professionnelle qui fait la représentativité des syndicats, comme le politique. Il n'y a pas plus d'adhérents dans les partis politiques. C'est pas parce qu'il y a le voisin qui est pas bien que vous êtes bien. Très franchement, on a un problème. Là, je m'adresse à vous qui êtes spécialiste des problèmes syndicaux. On a un problème de syndicalisation en France et de représentativité des syndicats. Tous syndicats confondus, c'est pas contre la CGT. Ça ne veut pas dire que le syndicalisme ne sert à rien en France. Hein. Pardon ? On soit bien d'accord. Ça ne veut pas dire en aucune façon que le syndicalisme et les syndicats ne servent à rien. Mais, il y a 98% de taux de couverture conventionnelle. Donc il y a du travail qui est fait par les organisations syndicales au niveau des branches professionnelles. Est-ce que ça et la DARES a changé un peu ses chiffres. On n'est plus à 8%, mais 11% de sens aux syndicats, ce genre d'action. Et c'est aussi là-dessus qu'on surfe, évidemment, oui et non. Avec des images comme celle-là. Oui et non, parce qu'avec des images comme des pneus qui brûlent, je ne suis pas certaine. Le contexte des... Tout dépend de l'issue.
Tout dépend de l'issue. Et encore, l'affrontement n'est pas la solution. Enfin, on sait bien, c'était valable effectivement, ça a pu être valable en 1936, ça a pu être valable en 68, en 1945. Ça n'est plus valable maintenant. On est maintenant ouvert à un... On a évolué, on a fait évoluer, le Code du travail a fait évoluer beaucoup de lois pour qu'il y ait un véritable dialogue social qui s'opère. Après, chacun doit prendre ses responsabilités pour que ce dialogue social s'opère. Et quand je dis chacun, c'est les directions d'entreprise, le management d'entreprise et les partenaires sociaux. C'est-à-dire le travail n'a pas été fait en amont, hein, si je vous suis bien. Non, il faut une connaissance du fait social et syndical qui est vraiment à débattre au sein des entreprises, au sein des écoles, au sein de la formation professionnelle, pour qu'un militant ou un représentant du personnel ne soit pas déjà mal vu dans son entreprise et pour qu'il y travaille. Là, on voit des effets leviers au niveau des branches professionnelles, on a du paritarisme en France, donc on a vraiment un exercice syndical qui est fait, mais qui effectivement perd de sa substance au vu de ce caractère conflictuel. On est là aujourd'hui parce que ça ne va pas. Moi, j'aimerais bien venir quand tout va bien. Parce que le dialogue social, c'est ça aussi, on vient aussi, et tout va bien dans les entreprises. Il y a de la négociation, il y a des choses qui sont faites qui sont intéressantes. On y revient dans quelques instants. On marque une courte pause. Merci à tous les quatre. Vous restez évidemment avec moi. Le débat continue, reprend dans quelques instants. À tout de suite.